Alors, bonjour messieurs, dames. Donc, aujourd'hui, on termine la dernière capsule sur la cellule. Donc, on est encore dans la partie cellule. On va voir quelque chose de très précis par contre par rapport à la cellule. On va voir en fait qu'est-ce qui fait qu'on est nous. Ok, c'est un peu drôle comme question, mais qu'est-ce qui nous forme nous? Qu'est-ce qui fait qu'on est un humain? Qu'est-ce qui fait qu'on a des oreilles comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a des yeux comme ça? Donc, qu'est-ce qui nous forme? Ok, donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, ce qu'on va parler, c'est qu'on va parler des chromosomes et des gènes. Donc, avec la diapo d'aujourd'hui, on va terminer la partie cellule. Puis à la prochaine capsule, on va commencer la nouvelle partie qui va être, on va rentrer dans la partie sexualité. Mais il y a quand même un lien entre les deux, donc c'est pour ça que je voulais terminer avec cette capsule-ci avant de rentrer dans la partie sexualité. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on commence. Donc, la génétique. Donc, qu'est-ce que c'est la génétique? Bien, comme je viens de le dire, c'est on va comprendre avec ça ce qui fait que qui nous sommes, comment on va transmettre aussi qui nous sommes. Donc, dans le fond, on va comprendre comment ça se fait que on ressemble à notre père ou on ressemble à notre mère ou on ressemble à un peu des deux, là. Donc, on va voir ça. Et est-ce qu'on peut modifier qui on est? Est-ce qu'on peut se modifier génétiquement? Donc, je vais essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui. Donc, les chromosomes, j'ai juste tassé ma petite face. Donc, les chromosomes, c'est quoi? Donc, les chromosomes, c'est une structure qu'on va retrouver dans les noyaux de la cellule. Donc, ici, on a une cellule que j'ai voulu, que c'est normal que j'ai pris cette forme-là parce que on ne sait pas trop si c'est une cellule animale, on ne sait pas trop si c'est une cellule végétale parce qu'elle est un peu carrée, un peu ronde et verte en plus. Donc, en fait, c'est que c'est pas important. Chez toutes les cellules vivantes, donc chez les vivants, en fait, là, on va retrouver de l'ADN, on va retrouver des chromosomes dans le noyau de la cellule. Qu'on soit une plante, qu'on soit un champignon, qu'on soit un humain, qu'on soit un animal, qu'on soit un insecte, peu importe. Donc, dans toutes les cellules toutes les cellules vivantes, on va avoir un noyau, sauf les bactéries, mais ça c'est une autre histoire. Donc, on va avoir un noyau, puis à l'intérieur du noyau, on va avoir l'ADN. Mais même chez les bactéries, qui n'ont pas de noyau, elles ont quand même de l'ADN. Okay? Donc, elles ne sont pas dans le noyau, mais elles ont quand même de l'ADN. Donc, tous les êtres vivants vont avoir de l'ADN. La plupart des êtres vivants, l'ADN va se retrouver dans le noyau. Et l'ADN va être sous forme de chromosomes. Donc, c'est vraiment la façon qu'on va placer notre ADN. Là. Elle va être regroupée sous forme de chromosomes comme on voit présentement. Et là, c'est juste, par contre, juste une petite spécification. Donc, on voit le chromosome qui a été grossi ici. Puis là, quand on regarde le noyau, on voit on dirait qu'il prend toute la place du noyau, que tous les chromosomes prennent toute la place du noyau. C'est plus ou moins vrai. Là, c'est vraiment un dessin juste pour qu'on voit où est-ce qu'ils sont. Si on avait été à l'école, j'aurais pu vous montrer parce qu'on avait un laboratoire d'observation au microscope de cellules. Puis vous auriez vu la cellule, vous auriez vu le noyau, mais vous n'auriez pas vu les chromosomes comme ça. Là. Ça, c'est impossible. Inquiétez-vous pas, l'année prochaine, en secondaire 3, vous avez un autre laboratoire similaire. C'était pas tout à fait le même que celui de secondaire 2, mais il est quand même similaire. Donc, vous allez pouvoir quand même faire cette observation-là de cellules au microscope. Là. Donc, vous avez rien perdu. Vous allez le voir quand même l'année prochaine en secondaire 3. Donc, nos chromosomes sont à l'intérieur comme ça de notre cellule, de chacune de nos cellules de notre corps. Donc, toutes les cellules de notre corps, sauf une en particulier, une sorte en particulier qu'on va voir dans une prochaine capsule, parce que ça a le rapport à la sexualité. Mais sinon, toutes les autres cellules de notre corps, peu importe le type, vont avoir de l'ADN sous forme de chromosomes à l'intérieur du noyau. Et là, ce qu'on remarque ici, donc, je disais que chez l'humain, on a 46 chromosomes. Donc, si on regardait un autre animal, ça ne serait pas 46. Si on regardait une plante, ça ne serait pas 46 non plus. Mais chez l'humain, on a 46 chromosomes. Et nos 46 chromosomes vont être regroupés sous forme de 23 paires. Donc, une paire, c'est 2. Okay? Donc, paire, ça veut dire 2. Donc, tous nos chromosomes sont regroupés sous forme de paires. Ils se tiennent ensemble. Et on a toujours un chromosome dans chaque paire. On a un chromosome qui va nous venir de notre mère, de notre maman, puis un autre chromosome qui va nous venir de notre papa, donc de notre père. Donc, à chaque couple de chromosomes, à chaque fois qu'il y a deux chromosomes ensemble, il y en a un qui nous provient de notre mère, puis il y en a un autre qui nous provient de notre père. C'est ce qui fait, entre autres, qu'on va ressembler à notre père ou à notre mère, ou à un peu des deux. Mais on va le voir pourquoi des fois il y a certaines personnes qui vont plus ressembler à leur mère, puis d'autres qui vont plus ressembler à leur père. Nos chromosomes, comme je l'ai dit, sont composés d'ADN. On va le voir c'est quoi dans quelques instants l'ADN. Et c'est ce qui va comporter nos gènes aussi. Donc, dans nos chromosomes, c'est là qu'on retrouve nos gènes. Nos chromosomes, ils sont placés ici sous forme de karyotype. Le karyotype, c'est quoi? C'est la représentation graphique, là, donc par dessin, de nos 46 chromosomes. Vous remarquerez que dans chacune des paires, donc on a une première paire, une deuxième, une troisième, jusqu'à 23. Donc dans chacune de nos paires, chaque chromosome de chaque côté est à peu près de la même grandeur. Donc on en a un ici, l'autre d'à côté est à peu près de la même grandeur. Si je m'en vais au 9e ici, l'autre d'à côté aussi est à peu près de la même grandeur. Donc ils sont tous à peu près de la même grandeur. Sauf la dernière paire ici, la 23e paire de chromosomes, elle n'est pas de la même grandeur. En fait, ça va dépendre.
Donc, en fait, cette 23e paire-là, c'est que c'est notre paire qui va définir notre sexe. Donc, il va définir si on est une femelle ou un mâle. Et là, je dis bien femelle et mâle par opposition à homme ou femme. Parce que on peut se considérer, donc on a notre identité de genre qu'on va appeler. Notre identité de genre, c'est est-ce qu'on se considère homme ou femme. Et donc, vous savez, il y a la partie transsexuelle. Ça aussi, on en reparlera un peu plus tard quand on va arriver dans la partie sexualité. Mais donc, chez les transsexuels, ils peuvent très bien avoir une anatomie mâle, donc avoir un corps de gars avec un pénis, mais se sentir femme. Donc, avoir une identité de genre femme. Ou même, il y a certaines personnes, là, on va loin, là, je vais pas rentrer, je pourrais faire une capsule complète là-dessus, mais on a même des gens qui vont pas nécessairement avoir d'identité de genre. Ils vont pas se considérer ni homme ni femme, mais ils vont nécessairement avoir un corps d'homme ou de femme, parce que la biologie, elle est faite comme ça. Le corps humain est plus complexe que ça, c'est qu'on a la biologie puis on a la psychologie. On a les deux choses qui peuvent rentrer en contradiction ou être totalement en symbiose. Là. Donc, ça, c'est correct. Mais donc, en biologie comme telle, donc l'anatomie va nécessairement avoir une anatomie mâle ou une anatomie femelle. Après ça, au niveau psychologique, là, on a l'identité de genre qui est un peu plus complexe. Donc, c'est pour ça que je voulais faire quand même la distinction. Je vais parler d'anatomie femelle et d'anatomie mâle. Donc, c'est vraiment pas dans le but de nous réduire à des animaux, mais c'est vraiment juste parce que je veux parler donc d'anatomie et non rentrer dans la psychologie, parce que ça se peut très bien que dans certains d'entre vous qui m'écoutez, vous allez dire, ouais, mais moi j'ai un corps de femme ou j'ai un corps d'homme, mais je me sens pas homme ni femme, et c'est normal. Ça peut être correct, là, ça peut être normal. Donc, je vais continuer en parlant d'anatomie mâle et d'anatomie femelle. Donc, chez les femelles, qu'elles soient humaines ou autres animales, chez les femelles, vous allez voir ici, notre 23e paire de chromosomes va être composée de 2 fois le chromosome X. Donc le chromosome qui est ici à gauche. Okay? Chez les mâles, la paire va être composée d'un chromosome X et d'un chromosome Y, qui lui est beaucoup plus petit. Donc le chromosome Y est plus petit chez les hommes, qui n'existe pas chez les femmes, donc chez les mâles, qui n'existe pas chez les femelles, parce que c'est ça. Donc le chromosome Y qui est différent, c'est ce qui va faire que on va être capable de déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Donc le premier chromosome X, il est donné par la mère, absolument, chez tout le monde. Donc si on est une femelle, on va être XX, donc on va avoir 2 fois le X. Si on est un mâle, on va avoir un X et un Y. Donc le X est nécessairement donné par la mère. Le deuxième chromosome, qu'il soit X ou Y, ben lui, il va être donné par le père. Donc là, c'est le père va dans le fond, c'est le père qui détermine le sexe de l'enfant, le sexe physique de l'enfant. Les 22 autres paires de chromosomes qui sont ici, là, donc le 22 jusqu'à 1, là, donc les 22 autres paires de chromosomes, ben, ils vont contenir tous les gènes qui sont nécessaires à définir qui on est et à nous construire. Comment nos cellules de peau doivent se construire? Ben, c'est qu'on a une recette dans notre corps qui nous dit ça, puis ça, c'est un gène. Comment nos yeux doivent se construire? Comment notre bouche? Comment nos protéines à l'intérieur de notre corps doivent être construites? Ben, on a plein de recettes comme ça dans notre corps, c'est nos gènes pour nous dire, et tous ces gènes-là sont constitués dans les 22 autres paires de chromosomes. Voilà. Donc, en gros, le chromosome est ce qui contient qu'est-ce que nous sommes. Maintenant, nos gènes. Donc, nos gènes, c'est quoi? Ben, nos gènes sont situés dans nos chromosomes. On va retrouver les gènes. Et un gène, c'est l'unité d'information héréditaire qui forme nos caractères héréditaires. Donc, la forme de mon oreille, la couleur de mes cheveux, la formation d'une protéine, la création des cellules. Donc, tout ça, ce sont des recettes. Donc, mon troisième point. Donc, chaque gène est une recette importante pour notre corps. Donc, tous les gènes sont contenus à l'intérieur de nos chromosomes. C'est grâce à nos gènes qu'on est capable de créer qui nous sommes. Quand je mange du poulet puis que je suis capable de digérer le poulet, ben, c'est que j'ai un gène qui va créer la protéine pour que je puisse digérer le poulet. Puis à l'inverse, j'ai un autre gène qui va créer la protéine qui va être capable de digérer le sucre que je vais manger. Puis j'ai un autre gène qui va créer la protéine qui va être capable de manger le gras que j'ai mangé, de digérer le gras que j'ai mangé. Donc, on a plein de gènes qui déterminent plein d'affaires dans notre corps. En ce moment, on connaît à peu près au-dessus de 30 000 gènes. Il y en a probablement beaucoup plus, mais on en connaît environ 30 000. Voilà. Donc, et nos gènes, ben, c'est quoi? C'est une succession de plusieurs bases azotées qu'on va voir dans la prochaine diapo. Donc là, vous allez faire des bases azotées. C'est quoi ça? On le voit dans la prochaine diapo. Et c'est héréditaire. Donc, héréditaire, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, c'est le bagage que l'on va pouvoir transmettre à nos enfants et qui nous a été aussi transmis par nos parents. C'est ce qui fait aussi que peut-être que vous avez déjà regardé des photos de vous petits et des photos de vos grands-parents petits. Vous allez faire waouh, c'est presque pareil, j'ai l'impression d'être ma grand-mère. Ben, parce que votre grand-mère a donné ses gènes à votre père ou à votre mère, puis votre père ou votre mère ben, vous a donné ses gènes à lui.
mais donc on a des gènes qui nous proviennent de nos grands-parents, et ainsi de suite, jusqu'à aller très loin dans l'arbre généalogique. Donc, on est capable de revenir très loin en arrière à cause de ça, parce que c'est un bagage qu'on transmet de génération en génération. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que certaines de vos caractéristiques vont ressembler plus à celles de votre mère ou d'autres à celles de votre père. La raison pour laquelle il y a certaines caractéristiques, ça va être plus de votre père puis plus de votre mère, parce que quand on revient ici tantôt à notre karyotype, donc ce que je disais, c'est qu'on a un chromosome ici qui nous provient de notre mère, par exemple, puis l'autre d'à côté qui nous provient de notre père. Mais mettons que sur ce chromosome-là, on a le gène ici qui détermine la couleur des yeux. Okay? Votre mère a les yeux bruns, puis votre père a les yeux bleus, mettons. Ben, ce qui arrive, c'est que dans le chromosome qui est ici, si votre mère a les yeux bruns, ça se peut que le gène des yeux bruns soit plus fort que le gène des yeux bleus. Donc, il va comme prendre. Tu peux pas avoir deux. On va pas prendre le bleu et le brun puis les mélanger ensemble pour créer une nouvelle couleur. Le corps, il est pas fait comme ça. Il va juste prendre le gène qui est le plus fort des deux. Donc, si c'est le gène brun qui est plus fort, ben, c'est pour ça que tu as les yeux bruns, même si ton père il a les yeux bleus. Donc, puis ça se peut aussi que des fois, ton père il a les yeux bleus, ta mère aussi. Non, ton père il a les yeux bruns, ta mère aussi a les yeux bruns, mais que dans leur gène à eux, ils avaient aussi la possibilité d'avoir les yeux bleus, par exemple, et chacun des deux t'a donné à toi le gène des yeux bleus. C'est pour ça que toi, tu as les yeux bleus, même si tes deux parents ils ont les yeux bruns. Si je reprends l'exemple, si ma mère ici a les yeux bruns, puis mon père ici a les yeux bleus, et que toi, après, tu as un enfant, puis que tu as les yeux bruns, mettons, et que toi, quand tu as un enfant, tu donnes ce chromosome-là à la place de lui, ben ton enfant va avoir les yeux bleus. Il risque d'avoir les yeux bleus. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais ça aussi, ça pourrait être une autre capsule. Notre ADN, et là j'ai l'impression que je vais devoir faire 2 vidéos parce que je pense que je vais dépasser mon temps du 15 minutes. Donc, notre ADN, qu'est-ce que c'est? ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Acide désoxyribonucléique, ça veut dire quoi? Ben, c'est une très très longue chaîne de molécules en forme d'échelle tournée ou en double hélice. Donc, quand je parle d'une échelle tournée, c'est que vous voyez ici, c'est comme des barreaux d'échelle, mais sont twistés les uns sur les autres. C'est situé dans le noyau de nos cellules, dans les chromosomes, ça on l'a vu. Donc, cette très longue chaîne-là qu'on va tourner sur elle-même, donc on va la twister, et on va tellement la twister beaucoup qu'on va la rapetisser, puis on va créer le chromosome avec ça. Pourquoi on dit acide désoxyribonucléique? C'est pas si important à savoir en son en deux, mais je vous le dis parce que c'est un mot que je vous donne. Là. Donc, désoxyribose, ça veut dire sucre. Donc, ça compose la base de notre échelle. Mais en fait, ça veut pas dire sucre, c'est une sorte de sucre. Puis ça compose la base de notre cellule, donc de notre ADN, pardon. Et les barreaux de l'échelle sont composés de bases azotées. Donc, les petits barreaux qui sont là, c'est des bases azotées. Quand je parlais ici, succession de plusieurs bases azotées, c'est ça que je voulais dire. On a quatre sortes de bases azotées, donc l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Vous n'avez pas besoin de retenir les noms en son R2 du tout. Vous pouvez juste retenir les lettres. Donc A, T, C et G. A et T sont tout le temps ensemble, donc ils se tiennent ensemble. Puis C et G, ils se tiennent ensemble aussi. Et ce sont ces barreaux-là de l'échelle qui vont former nos gènes. C'est un peu comme l'alphabet. Donc, avec les lettres de A à Z, je peux former des mots. Donc, si j'écris le mot bonjour, ben, je prends la lettre B, O, N, G, J, O, U, R. Okay? Donc, je prends ces lettres-là et je forme le mot bonjour. Ben, en génétique, ça fonctionne un peu de la même façon. Avec ces 4 lettres-là qui sont ici, je peux créer tous les gènes possibles. Donc, avec les 26 lettres, je peux créer une panoplie de mots infinis, ou presque, peut-être pas infinis, mais vraiment beaucoup, dans plusieurs langues même. Ben, avec ces 4 lettres-là ici, donc A, T, C et G, je peux aussi former une multitude de gènes. Donc, par exemple, si ma séquence c'est A, T, 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 C, G, ben, j'ai un gène. Mais ça se peut que mon autre séquence soit A, T, G, C, G, C, G, C. Puis mon autre séquence soit G, C, A, G, C, A, G, C, A. Ben, tout ça, ce sont des séquences de lettres que j'ai données. Et tout ça a donné des gènes qui sont complètement différents les uns des autres. Donc, je fais une petite pause et je repars ma vidéo dans une seconde. Vous n'allez même pas vraiment vous en rendre compte. Alors, comme je le disais, donc, notre alphabet peut créer plusieurs mots. Ben, avec nos 4 lettres ici aussi, on peut créer une multitude de gènes parce qu'on peut créer des gènes tout petits ou des gènes très, 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 très longs. Donc, on peut vraiment créer tous les gènes qu'on veut avec ça. Et le corps, ben, comme je vous l'ai dit, on en connaît environ 30 000, mais il y en a probablement plus que ça encore qu'on ne connaît juste pas parce qu'on ne les a pas encore séquencés. Donc, on n'a pas fait encore la séquence de ces gènes. Donc, c'est quoi le rôle de notre ADN? Donc, le rôle de notre ADN, ben, ça contient notre information génétique. Donc, tous les gènes qu'on a sont contenus à l'intérieur de notre ADN. Donc, c'est comme notre répertoire, on pourrait dire.
Et deuxième chose que notre ADN fait, ben, c'est que ça va permettre aux cellules de se reproduire. Ça, on va appeler ça la division cellulaire. La division cellulaire, c'est quoi? Ben, c'est lorsqu'une cellule est détruite, ben, il faut qu'elle soit remplacée. Si je me coupe le bras, je suis en train de couper des carottes puis je me coupe le bras, ben, il faut que je puisse remplacer mes cellules de peau qui ont été détruites. Et ben, ce qui va se passer, c'est que les cellules qui sont autour, les cellules environnantes, bien, ils vont faire de la division cellulaire, donc ils vont se séparer, ils vont créer d'autres cellules pour pouvoir venir remplacer des cellules de peau que j'ai détruites, ou qui ont été tuées, ou qui sont juste mortes de vieillesse, là, parce que notre corps il est de façon continuelle en train de régénérer ces cellules. Et ça, ben, ça c'est grâce à l'ADN. C'est l'ADN qui va faire ça. Et la dernière chose que l'ADN fait, et ça c'est la partie, en fait, toutes ces parties-là sont très importantes, mais elle aussi, elle l'est, donc c'est que ça va permettre aux cellules d'accomplir leurs tâches. Quand tantôt je vous parlais de créer une protéine pour pouvoir, ou une enzyme pour pouvoir digérer quelque chose, ben c'est notre ADN qui le fait. Quand je crée une cellule, c'est mon ADN qui le fait. Quand je veux faire de l'énergie, ben c'est mon ADN qui a la recette pour pouvoir créer cette énergie-là. Ben, donc, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour pouvoir créer l'énergie? Donc, avec les mitochondries, là. Donc, notre ADN contient toutes les connaissances qu'il nous faut pour pouvoir vivre. Donc, sans cet ADN-là, ben, on ne peut pas vivre. C'est ce que je disais en début de vidéo. Donc, en résumé, en très gros résumé, là, de toute manière, si vous allez tout revoir ça l'année prochaine en son R3, quand vous allez arriver justement dans la partie du corps humain. Vous savez qu'en son R3, vous avez une très grande partie de l'année qui c'est sur le corps humain au complet. Là. Donc, vous allez tout revoir ça un peu plus complexe même. Donc, en résumé, et là, ça c'est mon truc pour retenir c'est quoi la séquence du plus petit au plus grand, puis qui fait quoi. Donc, en gros, l'ADN, c'est l'alphabet. Mes gènes, c'est les recettes. Les chromosomes, c'est les livres de recettes. Et le noyau de la cellule, ben, c'est la bibliothèque. Donc, dans ma bibliothèque, que vous voyez derrière, donc dans ma bibliothèque, ça c'est mon noyau, ou ma cellule, on pourrait dire, mais c'est mon noyau. Dans ma bibliothèque, j'ai plein de livres de recettes. Donc, Ricardo, Distasio, bon, il y en a plein. Là. Donc, dans ma bibliothèque, j'ai tous mes livres de recettes qui sont là, avec tous mes chefs cuisiniers. Donc, j'ai tous mes livres de recettes. Quand je prends un des livres de recettes et que je l'ouvre et que je regarde une des recettes, je suis en train de regarder un gène. Et le gène comme tel, ben, il y a des mots à l'intérieur pour pouvoir créer ma recette. Là. Quand il est écrit prenez un bol et prenez de la farine, ben, c'est des mots. Et ces mots-là sont créés grâce à l'ADN. Donc l'ADN forme les mots qui sont dans ma recette qui est le gène. Ces gènes-là sont dans un livre qui s'appelle le chromosome. Puis ce livre-là, ben, il est dans ma bibliothèque qui est mon noyau. Et donc là, avec ça, ben, j'ai toutes les recettes possibles. Donc, si mettons je suis un grand chef cuisinier puis j'ai vraiment beaucoup de livres de recettes, ben, je suis capable de faire toutes les recettes qui existent dans le monde. Ben, c'est un peu le même principe avec mon noyau. J'ai toutes les recettes qu'il me faut pour tout mon corps. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, ma cellule de peau, elle n'a pas besoin de savoir comment créer ma cellule d'œil. Ben non, effectivement, théoriquement, elle n'a pas besoin de le savoir, mais elle a quand même la recette pour. Donc, si on a un problème, ben, on peut aller quand même chercher l'information dans ma cellule de peau parce qu'elle a l'information pour tout mon corps. Dans mon corps, j'ai la recette de tout ce qu'il me faut. Okay? Donc, ici aussi, j'ai mis d'autres images pour qu'on comprenne un peu mieux. Donc, j'ai mon corps. Dans mon corps, j'ai tout plein de cellules. Dans chacune de mes cellules, j'ai un noyau. À l'intérieur de mon noyau, j'ai tous mes chromosomes. À l'intérieur de mes chromosomes, j'ai mon ADN, puis une séquence d'ADN, donc un bout d'ADN. C'est un gène qui, lui, va être la recette qu'il me faut. Ou ici aussi, un autre petit résumé. Donc, chaque humain est constitué de milliards de cellules. Donc, c'est la même chose que je disais jusqu'en haut. Là. Toutes ces cellules-là vont posséder un noyau qui contient 23 paires de chromosomes. Chaque paire de chromosomes est une longue chaîne d'ADN. Puis, une partie de l'ADN, ben, c'est mon gène qui est ma recette. Alors, voilà. Dernière partie, donc ça c'est pas ça même à l'école je vous aurais jamais évalué sur cette partie-là. C'est vraiment plus parce qu'on me pose souvent des questions par rapport à la modification des gènes. Donc je me suis dit ben on va en faire une petite capsule. Donc la modification des gènes c'est quoi? Ben c'est ce qu'on va appeler un OGM. Un OGM c'est un organisme génétiquement modifié. On va voir beaucoup d'OGM dans l'agriculture et pas encore chez l'humain. Et là je dis pas encore chez l'humain, c'est un peu faux parce qu'après ça je vais vous faire écouter une vidéo qu'on en parle. Mais pour le moment, il y a 2 cas d'humains, 2 cas de bébés qui ont été modifiés génétiquement en Chine et ça a fait un tollé au niveau mondial. Donc, c'est pas encore vraiment développé chez l'humain, on va dire ça comme ça. Mais beaucoup dans l'agriculture. Le but des OGM, ben, c'est d'améliorer la génétique d'un organisme pour le rendre plus efficace. Par exemple, et ça, c'est comme l'OGM le plus répandu sur. Je ne sais pas si c'est sur Terre, mais pas mal. Il est très répandu. Donc, c'est par exemple, donc un truc qui existe pour vrai, c'est qu'on a pris le gène d'une sorte de bactérie et on l'a mixé à l'intérieur de l'ADN de l'épi de maïs.
Okay? Donc, ce n'est pas tous les épis de maïs, mais certains épis de maïs, donc certaines sortes de maïs, on a mis l'ADN d'une bactérie précise à l'intérieur. Parce que cette bactérie-là, elle était capable de créer une protéine qui va rendre en fait, que cette protéine-là, à l'intérieur de la bactérie, faisait que les insectes meurent quand ils mangent cette bactérie-là. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, hey, les humains, ils n'en meurent pas de cette bactérie-là. Fait qu'on s'est dit, ben, on pourrait prendre le gène qui crée cette protéine-là dans la bactérie. Ce gène-là, on va l'introduire à l'intérieur du maïs. Fait que le maïs, il va commencer à produire cette protéine-là. Fait que ça va faire que quand il va y avoir des insectes qui vont venir sur le maïs pour venir manger le maïs, ben, dès qu'ils vont commencer à manger un peu de maïs, ils vont mourir. Donc, on n'aura plus besoin de pesticides. Et ça, c'est donc très, 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 très répandu. Le but de ça était justement de diminuer l'utilisation des pesticides parce que vous savez que c'est très, très mauvais pour l'environnement, des pesticides. Donc, quand on a créé ça, il y a une vingtaine d'années à peu près, le but, c'est de réduire l'utilisation des pesticides en mettant comme un pesticide naturel, entre guillemets, directement à l'intérieur du maïs. Sauf que ça a des impacts assez intenses. Parce que ce qui arrive, c'est que là, ce qu'on voit présentement dans le milieu agroalimentaire, c'est qu'on a une diminution du type de maïs. Parce que de plus en plus, ce qui arrive, c'est que pas tous les agriculteurs, mais plusieurs agriculteurs veulent avoir ce maïs-là pour être sûr de ne pas perdre leur récolte auprès des insectes. Donc, ça fait qu'au niveau mondial, un peu partout sur Terre, on se ramasse avec ce maïs-là quand il n'existait pas avant. Et quand, mettons, le maïs qu'on cultivait au Canada versus le maïs qu'on cultivait en Afrique versus le maïs qu'on cultivait en Asie, ben, c'était tous pas des maïs pareils, mais maintenant, ce sont tous des maïs presque similaires. Donc, ça a vraiment diminué la variété des types de légumes, de fruits qu'on avait sur Terre, en les rendant toutes pareilles, avec toutes des OGM à l'intérieur. Puis d'ailleurs, il y a une autre étude qui a été faite récemment par Radio-Canada qui montre que la plupart de ces légumes-là, ben, ils ont perdu en qualité de légumes. Ils survivent beaucoup à tout ce qui est intempéries, à tout ce qui est insectes, etc. Mais au niveau de la qualité des vitamines, la qualité du goût, même la qualité de tout ça, ben, ils sont vraiment diminués. Ils ont vraiment moins de vitamines qu'avant. Le goût est vraiment différent aussi qu'avant. Les légumes sont un peu plus fades, on pourrait dire, qu'avant. Donc, il y a des gros coûts là-dessus. Là. Il y a beaucoup de désavantages à ça. Puis l'autre chose que ça fait aussi, c'est que Monsanto, une des compagnies, je vous ai mis l'image ici, là, Monsanto est une compagnie qui a un peu pris le monopole de la terre. Ce sont à peu près 4-5 compagnies agroalimentaires qui ont pris le monopole, mais en gros, c'est Monsanto. Puis Monsanto, maintenant, oblige ou presque les compagnies agroalimentaires d'utiliser leurs légumes à eux. Puis ils sont tellement rendus riches et puissants que le petit agriculteur, il n'a pas les moyens de dire non, moi je vais faire mon propre maïs. Il est un peu obligé d'acheter celui de Monsanto. Donc ça leur a fait des très gros problèmes au niveau éthique, au niveau monétaire, au niveau économique. Puis maintenant, ça fait aussi des gros problèmes au niveau variété génétique parce que tous les légumes sont rendus pareils. Puis l'autre chose aussi, ben, c'est que ça amène un gros débat éthique important par rapport à nous. Parce que présentement, comme je le disais, ou presque, il n'y a pas d'humains qui ont été touchés par ça. Sauf que, est-ce qu'on accepterait de modifier la génétique d'un bébé avant qu'il naisse pour s'assurer qu'il ait des cheveux blonds ou des yeux bleus? Parce que ça se peut, ça. Si, mettons, on est capable maintenant de modifier les gènes, bien, ça se pourrait qu'on décide de prendre le bébé. Ma blonde est enceinte, puis là, non, c'est pas vrai, ma blonde n'est pas enceinte, mais mettons, ma blonde est enceinte, je fais, hey, moi, j'aimerais vraiment ça, avoir un bébé aux yeux verts, je trouve ça vraiment beau. Fait que là, on va aller modifier directement dans le ventre de ma blonde la génétique du bébé pour que quand il va naître, il ait les yeux verts. Parce que ni ma blonde, ni moi, on a les yeux bleus, on a les yeux verts, on a tous les yeux bleus. Fait que c'est impossible qu'on ait un bébé aux yeux verts. Ben, on va aller modifier ces gènes pour pouvoir avoir un bébé aux yeux verts. C'est ça le genre de dérive qui pourrait arriver si on commence à faire ça chez l'humain. Oui, par contre, il peut y avoir du très gros positif que je vais vous montrer dans la vidéo juste après. Il peut y avoir du très gros positif sur la guérison de maladies. Il y a certaines maladies qui sont des maladies génétiques. On pourrait aller modifier le gène qui est dommageable, qui fait que la maladie existe. Donc, on pourrait aller modifier ce gène-là pour reséquencer l'ADN pour qu'il soit correct, sauf que ça peut amener d'autres dérives. Donc, c'est un peu la difficulté qu'on a présentement avec les OGM au niveau agroalimentaire, mais aussi au niveau humain. Donc, ce que je vous invite à faire, comme devoir, en plus des exercices que vous avez dans le... Ben, comme exercice, en fait, c'est pas un devoir. Comme je vous dis, vous n'êtes jamais obligé de rien faire, mais je vous le propose pour vous aider à comprendre et à garder votre habitude d'étudiant. Là. Mais ce que je vous propose de faire, en plus des exercices que je vous ai mis sur Shobi, c'est d'écouter cette vidéo-là de découverte. Bon, la vidéo dure 40 minutes. Si vous voulez vous taper le 40 minutes, moi, je vous le conseille parce que c'est super intéressant comme documentaire. Mais si vous ne voulez pas écouter les 40 minutes, je vous ai mis les minutes ici qui sont les plus importantes de la vidéo, on pourrait dire, pour vous faire une idée. Puis ça, en écoutant cette vidéo-là, vous allez comprendre comment donc fonctionne
comment on pourrait modifier justement la génétique chez l'humain. C'est déjà commencé, donc il y a déjà des tests qui sont commencés à faire. Beaucoup au Québec d'ailleurs, à l'Université Laval, à l'Université McGill à Montréal. Donc, vous pourriez, donc en écoutant cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre ça. Et vous allez aussi voir les possibles dérives qui peuvent arriver. Donc, si vous écoutez juste ces séquences-là, donc de 0 minutes à 7 minutes 30, à 7 minutes 40, pardon, de 18 minutes à 20 minutes 30, de 27 minutes à 31 minutes et de 36 minutes à 40 minutes, vous allez avoir une bonne idée du reportage au complet. Mais sinon, de toute manière, étant donné que vous n'avez pas grand-chose à faire présentement, moi, je vous invite à l'écouter au complet. Vous allez probablement avoir des questions. Il y a des moments qui sont un peu plus précis au niveau scientifique, qui sont un peu plus complexes. Donc, mardi à 10h30 ou jeudi à 10h30, vous allez pouvoir venir me poser vos questions en live, puis je vais pouvoir vous répondre par rapport à ça. Alors voilà, bonne écoute, puis merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Bye!